Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Merci de votre fidélité à Radio Notre-Dame. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 8h pour le Flash Info. À 8h30, ce sera direction Rome pour l'actualité internationale dans le journal de Radio Vatican. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter, nous réécouter et télécharger nos émissions et nos chroniques sur notre site internet www.radionotre-dame.com. 7h35, le grand témoin avec Ludo Fresne. Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren. Le projet de loi permettant de réformer par ordonnance le Code du travail est présenté ce mercredi en Conseil des ministres avec comme principale philosophie d'accorder plus de flexibilité à l'entreprise. C'est une promesse phare d'Emmanuel Macron. Possibilité de déroger à l'accord de branche, fusion des instances représentatives du personnel, plafond obligatoire des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il y a dans cette réforme plusieurs mesures qui couvrent les engagements du candidat d'En Marche. Alors évidemment, ce projet de loi est un prétexte pour nous pour aborder une certaine vision de l'économie ou du monde tout simplement, si mal enseignée, si mal comprise, bien que les Français soient créatifs et obtiennent des succès. Mais on peut dire que ces succès, ils les obtiennent malgré et même contre ceux qui les gouvernent. Sire, surtout ne faites rien, cette injonction nous ramène à Louis XIV. Mais Charles Gave, économiste et président de l'Institut des Libertés, en fait sa devise. On va lui demander pourquoi et on va lui demander aussi ce qu'il attend d'Emmanuel Macron. Bonjour Charles Gave. Bonjour. Libéral mais pas coupable, c'était aussi un titre dans vos précédents essais. J'avais aussi écrit un livre qui s'appelait Un libéral nommé Jésus. On en avait parlé d'ailleurs, avec les paraboles. Oui, avec les paraboles qui, avec une explication assez simple, c'est quand vous lisez les évangiles, vous remarquez qu'il y a deux messages extraordinairement forts. Le premier, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Qui est quand même une idée intéressante. Belle phrase d'André Frossard, je crois, qu'il avait reprise. J'avais reprise, exactement. Donc ça, c'est tout à fait évident. Et le deuxième, c'est que dans les évangiles, qui est un livre extraordinairement dur d'ailleurs, le Christ n'arrête pas de nous dire, ceux qui prennent des risques sont toujours pardonnés, qu'il s'agisse du fils prodigue, de la femme adultère, ceux qui n'en prennent pas vont toujours en enfer. C'est un éloge du risque. C'est un éloge du risque. Et le risque ultime étant de consacrer sa vie au Christ, bien entendu, ce que tout le monde ne peut pas faire. Et moi, ce que j'en tire comme conclusion, si vous voulez, c'est que les deux fondements de notre civilisation, c'est l'individu contre la tribu. C'était profondément... Donc l'individu contre le collectif, qui prétend tout régenter. Qui prétend tout régenter. Et le deuxième, c'est la prise de risque. C'est là-dessus que s'est développé tout l'Occident chrétien, y compris son économie d'ailleurs. Risque et individu, c'est ça qui fait notre que l'on civilisation. avance. D'après Huntington, le progrès, c'est ça. Le progrès, c'est ça. D'après Huntington, si vous voulez, qui avait écrit ce livre, La guerre des civilisations, il avait répertorié 6 ou 7 civilisations, je crois. Eh bien, il disait que l'extraordinaire différence de la civilisation chrétienne, européenne, c'était ces deux caractéristiques. Les autres, c'était toujours le service de la tribu qui prévalait. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron nous fait sortir de la tribu ? De ce risque de la tribu. Alors pour le coup, j'inverse le risque parce que vous dites, on vit aujourd'hui, vous avez une vision vraiment libérale, mais il y a tellement de malentendus autour de cet adjectif qu'il faut absolument préciser de quoi il s'agit. Charles Gave, et puis après on va entrer dans le détail. Si vous voulez, le libéralisme, c'est pour être un petit peu vulgaire, c'est d'empêcher les gros de mettre en esclavage les petits. Alors qu'on pense l'inverse. C'est deuxièmement d'empêcher les petits de massacrer les gros de temps en temps au travers de jacqueries, et c'est d'empêcher l'État d'emmerder tout le monde. Et ça se fait par au travers de la loi. Donc le libéralisme, aussi curieux que ça paraisse, ça n'est pas du tout une doctrine économique, c'est une doctrine juridique. C'est l'égalité de tout le monde devant la loi. Et ce n'est pas la morale non plus. C'est pas du tout la morale, parce qu'encore une fois, le libéralisme a une distinction essentielle, qui avait été d'ailleurs faite par Abélard au XIIe siècle, je crois, qui disait qu'il faut distinguer entre la loi et le péché. Le libéralisme s'intéresse à la loi, le péché, ça relève de la conscience individuelle. Or, aujourd'hui, l'Église socialiste étant au pouvoir depuis bientôt... L'Église socialiste le socialisme est une hérésie du christianisme. Du christianisme. Comme dit, je ne sais plus qui avait dit que les doctrines abominables sont toujours des hérésies du socialisme, du christianisme. Et donc, si vous voulez, là où vous arrivez aujourd'hui, c'est assez simple, c'est qu'on avait des gens qui prétendaient nous dicter la morale. Et quand vous entendiez parler M. Hollande, vous aviez l'impression d'entendre parler un curé de campagne des années 40, quoi. C'était... vous regardez, ils n'arrêtent pas de nous parler de morale, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Or, si vous voulez, pour un libéral, bien ou pas bien, ça n'existe pas. Il y a ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Le reste n'a d'intérêt.
dans le domaine politique. Ensuite, dans le domaine individuel, c'est à vous de juger ce qui est moral ou ce qui ne l'est pas. Mais ce n'est pas à M. Hollande de me dire ce qui est moral ou ce qui ne l'est pas. On reparlera de cette question, Charles Gave, parce que vous savez que le comité d'éthique a rendu un avis sur la PMA. On aura Dominique Quignot, l'ancienne directrice du journal La Croix, aux alentours de 8h10, qui fait partie de ce comité d'éthique et nous expliquera sa motivation, puisqu'elle a voté contre l'ouverture de la PMA. Puis on verra si justement le légal, c'est une question que je vous poserai, si le légal et le moral n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, parce que vous semblez nous dire qu'il y a une cloison étanche entre les deux. Non, la punition... C'est ce qui est, quand vous êtes dans une société, si vous commettez quelque chose qui est contre la loi, vous devez être puni. Donc, si vous voulez, il y a une punition qui s'applique quand vous avez fait un crime ou une faute. Quand vous, dans le domaine moral, si ce n'est pas prévu par la loi, pas de crime, nul crimen sine lege, disaient les Romains, il n'y a pas de crime sans loi. Eh ben, si vous faites quelque chose qui n'est pas prévu par la loi, vous êtes innocent, quoi. Prenez l'exemple de l'avortement, ça a été un crime, puis ça l'a plus été. C'est ça, la loi n'est pas donc le péché. La loi n'est pas le péché. Pour un catholique... Enfin, le crime n'est pas le péché. Le crime n'est pas un péché. Pour un catholique, l'avortement reste un crime, mais à partir des années Giscard, il n'a plus été puni. Alors, la conséquence, si on va au bout de votre raisonnement, c'est que la conséquence de cette morale permanente dans le système économique, ça aboutit à des perversions. Ça aboutit à des perversions extraordinaires et ça donne surtout des excuses au pouvoir public pour intervenir dans des domaines où ils n'ont rien à faire. Alors, est-ce qu'on est en train de sortir de ça? C'était ma question par rapport à cette réforme que l'on connaît aujourd'hui, que l'on va connaître bientôt. Macron est un personnage intéressant, mais extraordinairement ambigu. Parce qu'il dit un certain nombre de choses, mais il a cette phrase, et il n'arrête pas de la dire d'ailleurs, en même temps. Donc très souvent, ces phrases, c'est ce qu'on appelle des non sequitur. Chirac était un spécialiste de la chose. Il dit une chose, et puis il dit, en même temps, il dit son contraire. Donc il y a un moment dans la vie, si vous voulez, où il faut choisir. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir choisir en France. Et c'est, comme disait, je crois que c'était De Gaulle qui disait, en politique, la difficulté, c'est de choisir entre deux mauvaises solutions. C'est-à-dire que les socialistes nous font toujours croire qu'il y a une bonne et une mauvaise solution, et que représentant le bien, ils défendent la bonne solution. Mais la plupart du temps, en politique, il faut choisir entre deux mauvaises solutions, choisir la moins pire, en quelque sorte. Et ça, je ne sais pas si Macron en sera capable. Bon, on va étudier la question. Vous parlez de... Ce qui, quand même, peut-être peut faire sourire certaines personnes qui nous écoutent. Vous parlez de socialisme, Charles Gave, alors que même le Parti socialiste, maintenant, ne s'appelle plus socialiste. Oui, mais il s'appelle Nouvelle Gauche. Il s'appelle autre chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous avez des références qui renvoient à l'histoire, maintenant. Oui, mais à partir qui ne renvoient pas à la réalité. Mais à partir du moment où un pays est à 57% dans les mains de l'État, si vous définissez le socialisme que le pouvoir de l'État sur l'économie, on n'a jamais été aussi socialiste. Le fait que les socialistes et le peuple se rendent compte que ça ne marche pas, et donc renoncent au non, ne veut pas dire que la réalité subsiste. Si vous voulez, la France a des racines chrétiennes, il y a des tas de réflexes qui restent chrétiens. Le fait qu'elle se soit grandement déchristianisée ne veut pas dire que c'était un pays avec des racines profondément chrétiennes. Donc aujourd'hui, nous avons cette espèce de socialisme qui est là sous-jacent, et dont il ne faut faire aucune illusion, qui ne demande qu'à ressortir. Et quelle est sa définition? Sa définition, c'est toujours le contrôle par l'État. La définition, c'est toujours oui, c'est le contrôle par l'État, mais c'est aussi de se méfier de l'individu. C'est de ne penser que celui qui sait... Le socialisme, c'est une forme de technocratie, c'est-à-dire que celui qui est arrivé au pouvoir, quelle que soit la façon, sait mieux que celui qui est à la base. Et donc, à la place... Encore une fois, le Christ jamais ne dit dans les évangiles, va dire à Pierre de faire ça, à Jean ou à n'importe qui. Il dit toujours à Pierre, si tu dois faire quelque chose, fais-le toi-même. Et puis m'emmerde pas. Mais ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, le socialisme, c'est de dire, je vais forcer les gens à faire le bien. Et ben, vous ne pouvez pas forcer les gens à faire le bien. Alors, Charles Gave, c'est à Alep que vous voyez le jour en 1943. Oui. Comment ça se fait, votre grand-père étant gouverneur des Alaouites? J'ai expliqué, mais vous allez le faire vous-même. Oui, mon grand-père était gouverneur des Alaouites. C'est-à-dire le nord de la Syrie, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, la famille Assad est alaouite. Mon père était un jeune officier qui arrivait, qui a épousé la fille du gouverneur, ce qui était quand même une belle chose. Et puis ensuite, il y a eu des histoires entre la France et l'Angleterre en Syrie, dans les années 42-43.
De Gaulle a donné l'ordre aux officiers, l'armée anglaise a envahi la Syrie pour empêcher que la Syrie ne tombe dans les mains de l'Allemagne. Pétain a donné des ordres pour que les officiers français rentrent. Il y en avait 500, il y en a 488 qui sont rentrés, 12 qui sont restés sous le commandement de mon père. Et il a immédiatement été condamné à mort à Montpellier, je crois, en 1942, si mes souvenirs sont exacts, par un tribunal militaire qui était présidé par Delattre de Tassigny. Donc c'est vous dire que ça, c'est l'histoire familiale. C'est l'histoire familiale. C'est pour vous dire et l'histoire de la région que vous connaissez bien. Oh, parfaitement. Enfin, parfaitement aussi bien. Enfin, ça fait 40 ans, 50 ans que je lis sur le sujet, donc puis j'ai été le visiter. Donc ce que j'essaie de dire, c'est quand vous voyez dans les années 40 en France, tout le monde maintenant, s'ils avaient vécu, tout le monde aurait été résistant. Mais ceux qui l'ont été, il n'y en a pas eu beaucoup. Et en général, ils n'ont pas fait les carrières qu'ils méritaient après. Parce que ceux qui n'avaient pas été ont pris le pouvoir, ils se sont débrouillés pour qu'ils ne le fassent pas. Donc ça, ce sont les traquenards de la politique aussi. Traquenards aussi, j'en profite pour faire une légère digression avant d'écouter votre portrait, Charles Gave, parce qu'on aurait peut-être dû faire cela d'emblée. D'ailleurs, vous distinguez le capitalisme de connivence du libéralisme, parce qu'il y a tellement de malentendus là-dessus. Vous êtes totalement contre le capitalisme de connivence. Mais c'est une abomination. Comme vous êtes contre la politique, parce que c'est aussi une forme de connivence, et vous citez d'ailleurs une phrase de Raymond Boudon en disant les intellectuels ou les sachants, si on devait les rétribuer à leur juste valeur... en France, ils ne seraient pas payés beaucoup. En France, ils ne seraient pas payés beaucoup. Donc, en fait, la question, c'est une vision en réalité assez égalitaire que vous avez. Mais j'ai une vision absolument égalitaire. Si vous voulez, le libéralisme qui est né en... Mettons, il y a eu quelques... Montaigne était libéral, si vous voulez déjà, mais... c'est une vision de la primauté de l'individu sur le reste. Et c'est ça qui a permis le développement de l'économie. À partir du moment où vous avez le droit de propriété, un droit égal pour tous, ben à ce moment-là, vous pouvez prendre des risques. Et quand vous commencez à gagner de l'argent, ben vous le réinvestissez. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a épousé une jeune Russe dont le père avait développé des affaires en Russie à partir du moment où la Russie s'est libérée, ben à peine avait-elle été développée qu'elles ont été volées par les potentats locaux. Donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir de développement économique. La corruption est aujourd'hui le principal fossoyeur de l'économie. Eh ben, il n'y a pas pays plus corrompu aujourd'hui que la France à cause de ce capitalisme de connivence qui unit les grands groupes à l'État. Et vous avez des passerelles entre les deux, etc. C'est incroyable. Mais alors c'est ça, autant vous êtes pour l'individu, autant vous êtes contre les arrangements entre individus. Mais comment est-ce qu'on peut empêcher, vu la nature humaine, comment est-ce qu'on peut édifier un système juste, égalitaire, que vous défendez, en évitant les arrangements entre individus qui font partie de la vie? Par la loi. Par la loi. La seule chose ce qui protège le faible, c'est la loi. Et donc, il faut qu'il y ait égalité devant la loi. Et l'un des grands drames de la France, ça a été l'invention du droit administratif par Napoléon, et qui fait que l'État a un droit à lui. À partir du moment où vous avez un droit à vous, il n'y a plus d'égalité devant la loi. Vous avez tous les droits. Vous avez tous les droits. Il est rarement déjugé devant ses propres juridictions. Évidemment, puisque les dites juridictions, si j'ose dire, les gars qui sont à l'intérieur veulent faire carrière. Tandis que dans des pays comme l'Angleterre, les crimes graves sont jugés par jury depuis 1250. La Magna Carta. Donc, à partir du moment où c'est un jury qui décide et non pas des magistrats professionnels, c'est fou comme ça met du plomb dans la tête aux gens qui veulent faire des connivences. Alors, Charles Gave, on voit que ça tient à beaucoup de choses, et qu'il y a beaucoup d'éléments, et puis aussi des différences culturelles très fortes entre la France et l'Angleterre. Je reviens à la Syrie, puisque c'est quand même de là qu'on était parti. Vous aviez 2 ans lorsque vous avez quitté donc, la Syrie, mais vous connaissez bien la région. Vous avez en effet passé une grande partie de votre enfance à voyager, diplôme d'économie à l'Université de Toulouse, un MBA à l'Université de Binghamton, et c'est Mario Duchesne qui fait votre portrait. J'ai choisi l'économie parce que c'est une branche de la logique aristotélicienne, explique Charles Gave. Il est ainsi devenu en quelques années un spécialiste des marchés financiers. Ses références, Frédéric Bastiat, mais aussi Milton Friedman, avec lequel il a échangé des lettres durant 20 ans. Milton Friedman, qui a d'ailleurs préfacé son premier livre, Des lions menés par des ânes, paru en 2003. Analyste financier dans une banque au cours des années 70,
Charles Gave se tourne ensuite vers la gestion de portefeuille avant de créer sa propre société en 1995 à Hong Kong. La France, il a toujours refusé d'y vivre. Je l'ai quitté en 1981, raconte Charles Gave. Je n'acceptais pas d'habiter dans un pays gouverné par des ministres communistes, des criminels au pouvoir. L'auteur d'un libéral nommé Jésus le répète, il faut se fier aux évangiles, texte fondateur de notre civilisation. Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Si tu veux faire quelque chose, agis par toi-même, ajoute Charles Gave. Celui qui ne prend pas de risque est toujours condamné à l'enfer. C'est l'individu qui s'assume contre la tribu. Il y a 5 ans, il a lancé l'Institut des libertés, un think tank libéral. Ses mots-clés, réfléchir, comprendre et transmettre. En février dernier, Charles Gave a donc décidé de revenir en France parce que, dit-il, nous sommes dans une période de révolution, que les institutions sont remises en question par le peuple. Quant à Emmanuel Macron, c'est un retour à nos racines bonapartistes, analyse celui qui se veut pessimiste dans la réflexion et optimiste dans l'action. La priorité aujourd'hui pour la France, baisser le poids de l'État dans son économie, conclut Charles Gave, faire en sorte qu'il ne s'autorise plus à nous voler. Voilà, parce que l'État nous vole par définition. Mais quand même, on vous répondra, mais l'État, tout le monde en profite aussi. Hein. Voilà, les Français ont un rapport très ambigu à l'État. Les Français ont un rapport très ambigu à l'État. Et c'est ce que Tocqueville avait montré d'ailleurs dans l'Ancien Régime et la Révolution, c'est que pendant que les hommes d'affaires français envoyaient des lettres au gouvernement français sous Louis XVI pour demander des prébendes, il n'y avait pas une seule de ces lettres en Grande-Bretagne. Donc, si vous voulez, vous avez cette espèce de... C'est quand même plus facile, si vous voulez, d'être monopoliste avec le soutien de l'État que d'être dans un régime concurrentiel avec des gars qui vous aident, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai un gros problème aussi avec beaucoup d'intellectuels en France. Il m'arrive d'écouter Onfray, que j'aime bien, et il fait... je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, d'ailleurs, mais il y a une chose, il dit le système est libéral depuis les années Clinton ou les années Mitterrand. À mon avis, c'est une erreur considérable parce que ce n'est pas un système libéral. Ils ont bâti un système de capitalisme et de connivence. C'est-à-dire que les grands groupes ont pris le contrôle de l'État et des banques centrales et les gèrent à leur profit. Mais ça, ce n'est pas du libéralisme. Pour vous, l'Union européenne, c'est ça, par exemple? Absolument. C'est du banditisme. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez... Alors, c'est vraiment un rebours d'une idée véhiculée aujourd'hui. Hein. Mais je sais bien, tout le monde me dit que le libéralisme est abominable, mais je leur dis, si vous pensez qu'il y a égalité devant la loi, regardez par exemple, on a eu la plus grande crise financière depuis les années 30 en 2008-2009. Quand vous aviez eu la crise des savings and loans aux États-Unis, qui étaient les caisses d'épargne aux États-Unis sous Reagan, il y avait 4000 présidents de savings and loans qui avaient été en tôle. Là, vous avez eu cette crise extraordinaire et il n'y a pas eu un gars qui a été en tôle. C'est vous dire à quel point il y avait quand même un nombre de saloperies qui avaient été faites et qui toutes méritaient 30 ans de tôle. Il n'y en a pas un qui a été en tôle. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, le système judiciaire est dans les mains de ceux qui contrôlent le capitalisme de connivence. Donc vous n'avez plus égalité devant la loi. Donc vous n'êtes plus dans un pays libéral. C'est pas possible. Quand vous dites « Sire, surtout ne faites rien », donc il renvoie à Louis XIV, vous dites en fait à Emmanuel Macron, alors c'est le Sire d'aujourd'hui, c'est le Jupiter d'aujourd'hui, ne faites rien, c'est ça que vous lui dites? Je lui dis, grosso modo, cessez de croire que votre action est supérieure et d'une qualité supérieure parce que vous avez fait de meilleures études. Vous savez, quand je me méfie profondément des premiers de la classe. J'ai toujours été un cancre quand j'étais dans mon... Parce que je trouvais que jouer au tennis, c'était plus rigolo que de faire des études. Et j'ai commencé à m'intéresser aux études quand j'avais 21 ans à peu près. Mais le type... Si je peux me permettre une petite digression ici, nous avons 2 systèmes d'éducation qui ont navigué en parallèle en France pendant des siècles. Vous avez le système qui venait des dominicains, l'université, et qui cherchait à faire des chevaliers du Christ. Vous savez, avec leurs grandes tenues blanches comme ça, ils étaient superbes ces gars. Et qui étaient tous des têtes de cochon, c'est-à-dire qu'ils pensaient indépendamment chacun. Et puis, à partir du 15e, 16e siècle, on a eu les jésuites, les soldats, Périnde à Cadaver, qui devaient obéir. Et ça nous a donné nos grandes écoles. Tous les grands intellectuels français venaient de l'université, jamais des grandes écoles. Toujours. Dont la pointe était Normal Sup, si vous voulez, qui était vraiment le... Et puis avec mai 68, on a détruit l'université, on est resté avec les écoles. Et aujourd'hui, on a une espèce d'armée de soldats, mais qui ne sont pas des chevaliers. Il y a une différence essentielle entre un soldat qui obéit
et un chevalier qui défend la veuve et l'orphelin, si vous voulez, c'est pas la même chose, quoi. Et donc ce que j'essaye de dire, c'est que nous crevons de notre système d'éducation et notre système de sélection des élites. Pourquoi est-ce qu'il est mal fait ? Mais c'est très intéressant cette question. Pourquoi est-ce qu'il est mal fait ? Parce qu'on fait 2 erreurs intellectuelles incroyables. La première, c'est qu'on pense que celui qui a fait de meilleures études est le plus intelligent. Il n'y a pas de rapport entre le niveau que vous avez atteint. Moi, quand j'ai été fait mon service militaire, à l'époque, on le faisait, j'avais appris à jouer au poker à un copain qui était plombier et coiffeur dans un petit village du Pays Basque. Il n'avait pas fait d'études. Et en l'air, il y avait des tas de gars qui avaient fait des études là. Et en l'espace de 2 jours, il nous plumait tous au poker de façon extraordinaire. Donc, le type, il n'avait pas fait d'études, mais s'il avait été un homme d'affaires, je suis sûr que je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, ça aurait été prodigieux. Donc, première erreur, on pense que ceux qui ont fait des bonnes études sont les plus intelligents. En réalité, c'est les moins originaux. C'est-à-dire ceux qui sont le plus à même de répéter ce qu'on leur a dit, de bien comprendre, si vous avez un type... Je vous donne un exemple. Quand je faisais mes études aux États-Unis, dans une business school, il y a un des professeurs qui nous a dit « Pourquoi croyez-vous qu'on cherche à vous embaucher ?» On s'est dit « Il est idiot, il cherche à nous embaucher parce qu'on est les meilleurs, quoi. Il est débile, ce type, ou quoi ?» Et il nous dit « Mais pas du tout, c'est parce que vous avez 27, 28 ans, vous êtes toujours en train de faire des études, ce qui prouve que vous n'avez aucun caractère. Si vous avez du caractère, vous auriez créé votre entreprise il y a 4 ou 5 ans. Si vous voulez, Bill Gates, il a quitté Harvard à 21 ans, dans la première année, parce que ça l'embêtait, et il a créé Microsoft. Donc, tous ceux qui sont restés, ils sont devenus de la chair à canon, vous voyez, dans les grandes entreprises. C'est pas... Pour créer une entreprise, il faut avoir une espèce de foi chevillée au corps absolument extraordinaire. Donc ça, c'est pas ce qu'ils ont. Et la deuxième erreur qu'ils font, qui est un non sequitur en termes logiques, c'est de penser que parce que vous avez fait des meilleures études, vous êtes plus à même de prendre des décisions. Et ça, c'est pas vrai du tout, puisque comme vous avez été premier de la classe, vous pensez que vous pouvez pas vous tromper. Or, que vos décisions sont souveraines. Mes décisions souveraines, puisque j'étais le premier. Donc c'est complètement idiot, parce que quand vous êtes dans le monde réel, la qualité de l'entrepreneur, c'est de se rendre compte quand il a fait une erreur, de façon à la corriger tout de suite. Prenez l'exemple de Giscard d'Estaing, qui était inspecteur des finances et corps des mines. Il n'y en a pas eu des masses, on ne peut pas faire mieux en France, inspecteur des finances et corps des mines. Il a toujours acheté au plus haut, vendu au plus bas, en expliquant à chaque fois qu'il avait raison. Donc, si vous voulez, cette surestimation de l'intelligence en France a exactement son pendant en Angleterre, où l'intelligence, si quelqu'un est intelligent, il n'est jamais invité. S'il montre qu'il est intelligent, il n'est jamais invité. C'est-à-dire qu'en Angleterre, ce qui compte, c'est la capacité à prendre des décisions, à être capitaine de l'équipe de rugby d'Oxford. Donc ça demande, Charles Gave, une révolution culturelle, en fait, dont Emmanuel Macron n'est pas forcément porteur. C'est ça le sujet. Pas vraiment, parce qu'il est vraiment le premier de la classe. Voilà, oui. c'est le premier de la classe. On a bien Sauf compris. qu'il a raté 2 fois Normal Sup. On va se retrouver juste après 8h. Vous restez avec nous, Charles Gave, notre grand témoin ce matin, après les infos. Vous souhaitez vous séparer de certaines pièces, meubles, tableaux, bibelots, linge de maison ou tout objet de collection ? La Maison Philippe Antiquité les estime gratuitement et paie vos biens comptant. Nous réglons vos successions et partages. La Maison Philippe rachète toute argenterie, objets russes, montres gousset et montres bracelets. Maison Philippe se déplace sur rendez-vous, même en province. 01 45 90 38 04. 01 45 90 38 04. Allô, chérie, viens vite, on a été cambriolés. Oh, j'arrive, calme-toi. Oh, j'ai peur, je suis avec les enfants et la porte ne ferme pas. Ouais, appelle suite dépannage.com. Qui ? Dépannage.com, le partenaire des assurances et des syndics. Une serrure fracturée, dépannage.com. Une vitre brisée, dépannage.com. Un volet roulant bloqué, dépannage.com. Dépannage.com intervient 7 jours 7 dans l'heure pour toutes vos urgences. Dépannage.com, 0800 00 52 52. 0800 00 52 52. Dépannage.com, dépannage.com. By plombier.com. Mercredi 28 juin, concert exceptionnel de l'ensemble vocal Jubilaté Deo au profit des chrétiens d'Orient. Dirigé par Laurent Vauquelin, 35 choristes, solistes et instrumentistes prestigieux, dont certains de l'orchestre de l'Opéra Bastille, interpréteront le Magnificat de Bach et des polyphonies de Mozart et Rossini. Mercredi 28 juin à 20h30, en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, à proximité du Louvre, l'œuvre d'Orient vous invite à vous mobiliser pour les chrétiens d'Orient. Radio Notre-Dame. À 8h-2, comme chaque matin, on retrouve le Père Jean-Marie Crespin. Bonjour Père. Chers auditeurs, j'aimerais nous poser une question ce matin. Comment nous rendre disponibles pour avoir une relation avec Dieu ? Dieu nous a aimés le premier, ça c'est une certitude.
tel que l'affirme l'apôtre Saint Jean dans sa première épître. Et donc le paradigme de la vie chrétienne, ce n'est pas seulement la recherche de Dieu, mais aussi le fait que Dieu, inlassablement, est à notre recherche. Cela commence par la Genèse. « Adam, où es-tu » Quête effrénée de Dieu à l'égard de l'homme. Ou cela peut se terminer à travers le livre de l'Apocalypse, qui nous dit « Je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et partagerai le repas, lui avec moi et moi avec lui. » Cette perspective d'un élément de notre vie chrétienne, nous n'avons pas à l'oublier. Comprenons que Dieu aussi nous cherche. Si nous sommes chercheurs de Dieu, Dieu est chercheur de chacun d'entre nous. Bienvenue dans le 7h-9h. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que notre grand témoin ce matin, Charles Gave, économiste financier, il a publié de nombreux essais, notamment « Sire, surtout ne faites rien ». Vous nous avez assez aidé aux éditions Jean-Cyril Godefroy, en écho à la réforme du Code du travail. Ce matin, il est notre invité après les infos de Flora Cortés. Bonjour à tous, le pape François va créer aujourd'hui, comme prévu, 5 nouveaux cardinaux lors d'un consistoire. Ils seront élevés à la pourpre cardinalis dans la journée à la veille des fêtes de Saint-Pierre et Paul, durant laquelle les nouveaux cardinaux concélébreront la messe avec le Saint-Père et les nouveaux archevêques nommés durant l'année écoulée. Ces futurs nouveaux cardinaux sont Monseigneur Jean Zerbo, l'archevêque de Bamako, très engagé dans le dialogue islamo-chrétien et dans la réconciliation nationale pour ce pays majoritairement musulman et fracturé par une guerre civile de 2012 à 2015. Monseigneur Anders Arborelius, l'archevêque de Stockholm, qui deviendra ainsi le premier cardinal scandinave de l'histoire, mais aussi l'archevêque de Barcelone, le vicaire apostolique de Paksé au Laos, premier cardinal de ce petit pays d'Asie, et l'évêque auxiliaire de San Salvador. Dans l'actualité internationale, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a espéré hier que les discussions prévues à partir de la semaine prochaine à Astana, puis au sommet du G20, permettront de créer un contexte favorable pour le prochain round prévu à Genève, et malgré les tensions croissantes. De nouveau, pour parler de paix pour la Syrie parrainée par la Russie, l'Iran et la Turquie sont prévus dans la capitale kazakh les 4 et 5 juillet avant un 7e round de négociations sous l'égide de l'ONU qui aura lieu, lui, le 10 juillet à Genève. Une vague massive de cyberattaques à la rançon, rappelant le mode opératoire d'un virus apparu au mois de mai, a touché des multinationales, des sociétés et des services européens et américains après avoir frappé en Ukraine et en Russie hier. À Kiev, les usagers du métro ne pouvaient plus acheter de tickets par carte bancaire, tandis qu'à l'aéroport international, la plupart des panneaux d'affichage étaient éteints. En France, l'industriel Saint-Gobain, le distributeur Auchan et la SNCF ont indiqué avoir été touchés. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Brexit, enjeu de sécurité face à la Russie et questions numériques seront au menu aujourd'hui et demain du premier déplacement à l'étranger d'Édouard Philippe, qui a choisi l'Estonie à l'heure où le pays balte s'apprête à prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne. Si Emmanuel Macron a prévu lui-même de se rendre en Estonie fin septembre pour un sommet sur le numérique, il est donc devancé par le Premier ministre pour sa première sortie officielle hors des frontières françaises. Le projet de loi permettant de réformer par ordonnance le Code du travail, promesse d'Emmanuel Macron, va être présenté ce matin au Conseil des ministres avec comme principale philosophie annoncée d'accorder plus de flexibilité à l'entreprise, possibilité de déroger à l'accord de branche, fusion des instances représentatives du personnel, plafond obligatoire des dommages et intérêts pour licenciement abusif. La réforme couvre plusieurs engagements du candidat Emmanuel Macron. Enfin, la Cour des comptes publiera demain son audit des comptes publics français qui déterminera l'ampleur des économies à réaliser en 2017 comme en 2018 afin que la France respecte ses engagements européens. Le grand témoin, Louis Dauphren. Charles Gave nous accompagne ce matin, économiste et financier, fondateur de l'Institut des libertés, avec une vision du libéralisme qu'il a expliqué tout à l'heure et qui va à l'encontre des idées reçues sur le sujet et qui nous permet de comprendre aussi comment le gouvernement va agir à propos de la réforme du Code du travail. Alors justement, je pose ma question tout de suite avant de passer à l'édito. Charles Gave, précisément, est-ce qu'aujourd'hui, assouplir, plus de flexibilité pour l'entreprise, la possibilité de déroger à l'accord de branche, tout ça, tous les aspects techniques de cette réforme qui sera connue, dont le contenu va être présenté au Conseil des ministres, est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens en soi? Ce que vous disiez tout à l'heure, Mme Macron, là, c'est un premier de la classe, je me méfie des premiers de la classe, généralement, c'est des désastres. Mettons que ce soit, si vous voulez, pour gagner le Tour de France, une condition nécessaire, c'est d'avoir une bicyclette, d'avoir un vélo. Mais ensuite, ce n'est pas une condition suffisante.
Donc c'est tout à fait nécessaire de faire la réforme du Code du travail, mais c'est totalement insuffisant. Il y a des réformes infiniment plus importantes à faire et on verra si elles arrivent ou pas. Si elles n'arrivent pas... Par exemple, là. Par exemple, si vous voulez, aujourd'hui, la France, à peu près, le poids de l'État dans l'État français est à peu près 12% supérieur à ce qu'il est dans l'État allemand. Il y a 70% de fonctionnaires de plus en France par 10 000 habitants qu'en Allemagne. Qui paye ces fonctionnaires en fin de parcours? C'est le secteur privé, puisque l'État ne peut pas se taxer lui-même, c'est idiot. Donc c'est le secteur privé qui paye. Donc chaque entreprise française, quand elle est en concurrence avec une entreprise allemande, a le coût de l'État français qui est de 12% supérieur à l'État allemand. C'est-à-dire que, aussi bien gérée soit-elle, elle ne peut pas s'en sortir. Si elle est en concurrence avec l'État allemand, avec la société allemande, elle va se faire massacrer. Donc, si vous voulez, la question, c'est comment pouvons-nous réformer l'État français pour que l'économie française redevienne compétitive. Donc là, on vous pose la question généralement, la question qui vient à ce moment-là, c'est donc moins de policiers, moins d'affaires, etc. Non, c'est pas du tout nécessaire. Moins d'enseignants, etc. La façon dont la Suède, peu de gens le savent, a fait faillite en 92. Littéralement faillite. J'étais en Suède pendant ces jours-là, c'était assez rigolo. J'avais vu le gouverneur de la Banque centrale on avait discuté de façon assez intéressante. Bien, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qu'ont décidé les Suédois après 2-3 ans de négociations entre eux, c'est qu'ils ont dit, dans le fond, il y a toute une série d'activités où l'État pourrait être prescripteur, mais non pas fournisseur. Et en particulier l'éducation, la santé ou les transports. Donc dans l'éducation, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont fait passer une loi en disant que si 7 familles se mettaient d'accord, ils pouvaient créer une école ensemble, librement. Et qu'il y aurait en quelque sorte... 7 familles, hein, le chiffre 7. 7 familles pouvaient créer une ensemble. Et l'État, à ce moment-là, donnait un ticket à chacun des enfants qui était présenté et payé à partir des impôts. On avait posé la question aux Suédois, est-ce que vous voulez que tous les enfants soient éduqués bien de la même façon? Tout le monde a dit oui, bien entendu. Est-ce que vous voulez que l'État paye pour ça? Tout le monde a dit, évidemment, les impôts, c'est une solidarité nationale. Et est-ce qu'ils ont posé la troisième question, est-ce que vous voulez que ça soit fait par des fonctionnaires ou par le marché? Par des gens libres qui organisent leurs propres écoles. Et tous les Suédois ont dit, par des gens libres qui organisent leurs propres écoles. Les parents sont peut-être les plus à même, dans le fond, de s'occuper des enfants, de voir ce qu'ils font. Et à ce moment-là, si vous voulez, ça veut dire que l'éducation nationale, qui était encore plus centralisée qu'en France, a quasiment disparu en Suède. Ça a été remplacé par un corps d'inspecteurs. L'éducation est devenue un énorme secteur de croissance en Suède, où vous avez les meilleurs esprits qui, dans le fond, sortant de la dictature syndicale, sont revenus à l'éducation. Les gens les plus intelligents, etc. Et donc, ils ont fait la même chose pour la santé. Ils ont fait la même chose. Donc, quelque part, il faut faire la distinction entre l'État fournisseur, il n'est pas très bon, si vous voulez, on sait, il n'est pas très compétent, et l'État prescripteur, c'est-à-dire l'État qui vérifie que les lois qui régissent l'éducation sont respectées par chaque école. Donc, vous remplacez par... C'est ça. La Suisse fonctionne sur le même modèle ? La Suisse, c'est autre chose, parce qu'il y a les cantons. Alors, les cantons, c'est encore plus... Chacun réagit son petit canton comme il veut. Ils ne sont pas si petits que ça, d'ailleurs. Et en plus, la quasi-totalité de l'éducation en Suisse est non universitaire. Et à partir de 14 ans, se passe à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est l'apprentissage. Dans le fond, aussi curieux que ça paraisse, la Suisse n'a pas de chômage, n'a pas de déficit extérieur. Ils ont des excédents monstrueux. Et ce qui est très curieux, c'est que, dans le fond, entre vous et moi, ils n'ont pas d'université, ou quasiment pas. Ils en ont 2 ou 3. Donc, ce que disent les Suisses, c'est que dans le fond, on apprend ce dont on a besoin dans la vie par l'expérience. C'est le vrai pragmatisme. C'est le vrai pragmatisme. Alors ça, c'est une autre chose. Et en plus, dans beaucoup de cantons en Suisse, c'est les gens qui votent par référendum pour savoir s'il faut augmenter les professeurs. Est-ce qu'il faut augmenter les professeurs? Et bien, plus souvent, ils disent non. Non, c'est pas la peine. Moi, je suis pas augmenté, c'est pas la peine qu'on augmente, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça sort, le vote populaire détermine la paye des professeurs. Et les professeurs, très souvent, ne sont pas titulaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent être virés du jour au lendemain, quoi. Donc, tout ça, ça met une saine émulation. Ce n'est pas l'ubérisation, pourtant. Ah, c'est pas du tout l'ubérisation, c'est simplement, c'est simple. Non, l'ubérisation, non, c'est pas l'ubérisation, c'est un système de contrôle de l'éducation par les utilisateurs. C'est pas du tout l'ubérisation. En fait, c'est la définition de la démocratie qui est le contrôle permanent des élus par les électeurs. Par les électeurs. Et la véritable définition, c'est ça. C'est ça. Et à partir du moment où je ne contrôle plus, je ne suis plus en démocratie. Exactement. Et le but de tout fonctionnaire qui se respecte, c'est de sortir de ce contrôle par le peuple de ses actions. Mais la Suisse, c'est un pays méconnu en réalité.
La Suisse, si vous voulez, je vais vous poser une question toute simple. C'est un pays qui n'a pas de chômage, qui est le plus riche au monde, qui n'a aucune matière première, qui n'a rien, qui a des excédents, la monnaie la plus forte du monde. Et je vous pose la question, vous connaissez le nom d'un politicien suisse ? C'est ça. Eh bien, c'est peut-être parce que vous ne connaissez pas le nom d'un politicien suisse que ça marche. Charles Gave, on va passer, si vous le voulez bien, à une réflexion qui met en tension justement la question libérale et puis les évolutions sociétales. On va écouter l'édito de Gérard Leclerc et puis on va retrouver juste après Dominique Quignot, qui est membre du comité d'éthique, ancienne directrice du journal La Croix. Gérard Leclerc, lui, nous parle du rôle du Conseil national d'éthique qui vient de rendre sa décision sur les questions liées à la procréation médicalement assistée. Il parle de nouvelles transgressions anthropologiques. Hier, nous parlions écologie. Aujourd'hui, nous sommes obligés de parler écologie humaine. Patatras. Autant je me sentais des affinités avec Nicolas Hulot, autant j'ai grand peur de me trouver en opposition radicale avec Emmanuel Macron à propos d'une nouvelle transgression majeure, celle qui concerne la PMA, la procréation médicalement assistée. Le candidat avait clairement affirmé son accord à une extension de la PMA pour les couples de femmes, tout en attendant l'avis que devait prononcer le Comité consultatif national d'éthique. Le comité s'étant prononcé hier et d'une façon favorable au projet d'extension, il y a tout à craindre d'un futur projet de loi. Sans doute Emmanuel Macron avait-il aussi énoncé son souci de ne pas provoquer de nouvelles fractures nationales comme pour le mariage homosexuel. On peut craindre néanmoins, sous l'influence des lobbies et des médias massivement acquis une certaine conception des mœurs, d'entrer dans une autre bataille qui, à nouveau, divisera profondément le pays. Bien sûr, on est obligé de partir d'un fait, celui du flottement généralisé des conceptions du monde, flottement qu'on est bien obligé de référer à la diffusion d'un nihilisme sournois. Il n'y a plus de conviction commune. On est donc obligé de se référer aux discussions de ces instances très particulières qu'est un comité d'éthique. Comité dont les procédures sont assez proches de celles définies par Habermas, sans les lourdeurs propres au rapport de force politique. Encore faut-il, pour se mettre vraiment d'accord, pouvoir s'appuyer sur un minimum de perception commune. Force est de constater que ce minimum est plus que problématique. Et par ailleurs, le dernier mot appartiendra tout de même aux politiques qui tranchera en accusant encore plus sans doute les incompatibilités. On aura l'occasion de traiter amplement du sujet lui-même. Mais comment ne pas reconnaître que la transgression envisagée porte atteinte au cœur de la vie même, là où s'élabore le fruit sacré de l'amour humain, cœur que la Providence a disposé avec la différence des sexes. On a beau dire que c'est par compassion qu'on le veut permettre aux femmes en souffrance d'accéder à la maternité. Ce qui sera atteint, c'est la reconnaissance native la plus délicate, celle que l'enfant perçoit simultanément dans le sourire de la mère et l'ombre protectrice du père. Bonjour Dominique Quignot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. 11 membres donc du CCNE ont signé une position divergente recommandant le statu quo sur la PMA. Vous en faites partie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre position ce matin au lendemain de cet avis rendu ? Effectivement, en fait, les deux avis partent d'un même constat qui est fait dans toute une partie importante de l'avis. Qui part des conséquences finalement des nouvelles techniques de procréation, si elles sont ouvertes aux femmes seules, aux femmes qui vivent en couple. Mais dans les conclusions à en tirer, effectivement, certains ont jugé qu'il n'y avait pas de conséquences néfastes et éthiquement problématiques, et d'autres, donc signataires d'un avis divergent, se sont interrogés quand même sur les conséquences, notamment pour l'enfant, de naître délibérément dans une famille sans père, et donc du coup de minimiser ce rôle important du père dans la famille. C'est une première. C'est une première cet avis divergent, Dominique Quignot. C'est une première qui est des membres. Non, il y a déjà eu des avis divergents, notamment autour de la recherche sur l'embryon. Chaque fois qu'il y a des sujets un peu, justement très 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 lourds de fractures dans la société sur l'interprétation que l'on peut en faire, il existe des avis divergents. Mais là, de fait, il y a sur ces trois avis dits, il y a deux avis divergents là autour de l'autoconservation des ovocytes et l'autre sur la PMA ouverte à toutes les femmes. Comment s'est passée la délibération ? Vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, c'est un long cheminement, vous le savez, puisque ces travaux ont commencé alors que c'était Xavier Lacroix qui était là au titre de la famille catholique. Donc, c'est plusieurs années de travail qui ont conduit à un texte qui, au bout du compte, si on ne s'arrête pas aux conclusions, je trouve, mérite d'être étudié, parce qu'il met en valeur effectivement les points essentiels de réflexion sur lesquels il faut que le futur législateur s'interroge, que les choses ne sont pas aussi simples que quelquefois elles ont l'air de l'être quand elles sont présentées comme voilà, c'est une question de droit, d'égalité, etc. C'est beaucoup plus complexe. Il y a des conséquences sur les relations, sur les différents acteurs, sur le rôle de la médecine. Est-ce que la médecine est faite pour soigner les pathologies ou est-ce qu'il faut qu'elle ait des indications sociétales? Donc il y a énormément de questions qui sont soulevées. Après effectivement, la conclusion, je comprends que l'on puisse, c'est moi-même j'ai ressenti, ne soit pas satisfaisante. Donc la délibération, si vous voulez, elle s'est faite au terme de ce long travail de maturation et là s'est dessinée une majorité, il faut bien le dire, pour l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Est-ce que les religions sont, j'allais dire, sur une position commune? Est-ce qu'elles parlent d'une seule voix? Non. Non. En outre, et je pense que cela a toujours été comme cela, les représentants qui ont été nommés au titre des familles religieuses ne s'expriment pas en tant que représentants de ces familles religieuses. Elles n'avancent pas les arguments pour dire, moi je ne suis pas amenée à dire l'Église catholique pense ceci, ou le judaïsme pense cela, ou l'islam pense cela. Les gens, après, réagissent avec leurs convictions qui ont été éventuellement forgées par leurs convictions religieuses. Donc, mais il se trouve que sur ce dossier-là, il n'y a pas du tout convergence de vues entre les représentants des différentes familles religieuses. Merci beaucoup Dominique Quignaud d'avoir été avec nous ce matin, ancienne directrice du journal La Croix et membre du comité d'éthique. À bientôt Dominique Quignaud. Merci. Merci. Charles Gave, alors cette question est quand même au cœur aussi de notre réflexion, même si elle est loin de l'économie, qui est votre domaine de prédilection. Mais enfin, l'économie, c'est un terme qu'il faudrait là aussi définir, parce que c'est dans la vie de tous les jours, finalement. On ne va pas cloisonner de manière abusive les secteurs. Je dis cela parce qu'on revient un peu à notre première étape de discussion. L'éthique aujourd'hui, je cite le comité d'éthique, et je soumets cette réflexion à votre sagacité. Le but de l'éthique est de déterminer non pas les valeurs les plus motivantes sur le plan subjectif, mais celles qui peuvent justifier rationnellement notre action, celles qui constituent de bonnes raisons d'agir dans un sens ou dans l'autre. Donc si on revient en fait à votre définition de la morale tout à l'heure, à ce que vous disiez sur la morale, le comité d'éthique n'est pas là pour dire le bien ou le mal sur une pratique. Il pourrait y avoir une ambiguïté à ce sujet. Je suis persuadé qu'il y a des gens dans l'opinion qui se disent « bah oui, le comité d'éthique sert à ça, à dire le bien ou le mal ». Non, pas du tout. Ça sert à accommoder, à accompagner en fait des évolutions scientifiques et à acclimater en quelque sorte l'opinion à ce que certains pourraient qualifier de transgression, mais à appliquer les pratiques. On est dans l'ordre de la procédure, pas dans l'ordre du principe. Tout à fait. Et je crois, je ne sais plus si c'était Tocqueville ou Bastien qui disait « il y a des domaines où le législateur doit aller en tremblant ». Donc je crois que celui-là, ça en fait partie, si vous voulez. Le législateur doit aller en tremblant parce qu'il ne sait pas à quoi il touche ni quelles seront les conséquences à long terme. Donc la solution de facilité, à la limite, c'est de ne rien faire. Si vous voulez, de continuer, on laisse la décision au médecin individuel. Mais en même temps, c'est pas satisfaisant, parce que là, il y a un endroit qui est important où la loi ne va pas. Et puis on se retrouve avec la création d'un être. Bon, derrière ça, si vous voulez, si les femmes ont le droit, qui vivent en couple, d'avoir des enfants, derrière ça, on va avoir le demande d'enfants émanant d'hommes. Forcément. C'est inévitable. Forcément. Qui commence à avoir le problème des mères porteuses en dehors de France, et on fait revenir l'enfant en France. Et à ce moment-là, si vous voulez, on se retrouve avec un petit qui n'est pas responsable. Et moi, ce qui me gêne, mais alors là, du point de vue moral, personnellement, c'est ma morale personnelle, c'est que je ne crois pas qu'on puisse créer dans la société un droit à l'enfant. Vous avez un droit à un logement, j'en sais rien.
Mais un droit à l'enfant, vous n'avez aucun droit sur une personne. Ça n'est pas possible d'avoir un droit sur une autre personne. Il me paraît que c'est complètement contraire à tout notre... Donc un droit à l'enfant me paraît une monstruosité. Ça veut dire que vous créez une espèce d'esclavage. Enfin, vous avez le droit d'avoir un esclave. On peut avoir droit à un chien, j'en sais rien. Mais à une personne humaine, vous ne pouvez pas avoir un droit sur une personne humaine. Enfin, me semble-t-il, c'est monstrueux, quoi. Donc j'ai beaucoup de mal... Même pour son bien. Même pour son bien. Parce que même pour son bien. Le comité d'éthique l'écrit. Il y a l'idée quand même de résoudre... Alors c'est peut-être un alibi, mais on considère que l'ouverture de la PMA à des personnes sans stérilité pathologique peut se concevoir pour pallier une souffrance induite par une infécondité résultant d'orientation personnelle. Autrement dit, comme on est de même sexe, on ne peut pas avoir d'enfant. Donc il faut pallier la souffrance. Il y a l'idée de résorber une souffrance. Il y a l'idée de résorber une souffrance. Alors, encore une fois, je connais bien la Suède. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en Suède, où c'est permis depuis longtemps. 2 femmes avaient décidé d'avoir un enfant. Elles ont fait donc, l'une d'entre elles a subi une insémination. Ça a marché. Ensuite, elles se sont séparées. Aucune des 2 n'a voulu de l'enfant. Et donc, c'est le père qui s'est retrouvé possesseur de l'enfant, puisqu'il y a une législation qui fait qu'en fait... C'est le géniteur qui retrouve l'enfant. C'est le géniteur qui retrouve l'enfant. Donc le gars s'est retrouvé avec un gamin. Il avait fait ça littéralement pour rendre service à ses 2 copines. Et donc on va vers des problèmes de droit de la filiation qui deviennent... Mais ça va enrichir les avocats. Ça va créer un marché. Oui, bien entendu. Mais si vous voulez, je ne suis pas certain que la valeur créée soit très forte. Ah oui. Mais alors je pose la question au libéral. À partir du moment où vous avez une demande... Vous avez une offre et une demande. Et le prix est l'ajustement entre cette offre et cette demande. D'ailleurs, vous revenez dans votre essai sur la valeur travail en disant toute l'absurdité de l'analyse marxiste, en disant que c'est d'abord le désir à un moment X qui fait que on trouve un accord et qui crée la valeur à un instant T. Donc là, c'est le cas. Vous avez... Mais alors pourquoi interdire la prostitution ? Je vous le demande. Je vous le demande. À partir du moment où la loi, c'est ne pas commettre de crime au regard de ce que la loi définit comme crime... À première vue, s'il y a un marché qui a une offre et une demande, pourquoi ne pas légaliser le cannabis ? Pourquoi ne pas, etc. Je vous pose la question. Non, mais c'est... J'ai pas la réponse, je vous pose la question. Oui, mais mon vieil ami Milton Friedman était tout à fait partisan, justement, de la légalisation du cannabis. Il était dans le mouvement libéral, vous avez des gens qui vont plus vers ce qu'on appelle les libertaires, c'est-à-dire... c'est le cas d'Alain Madelin, je crois, par exemple. C'est le cas d'Alain Madelin, et qui sont beaucoup plus de tout est permis. Mais tout est permis pour peu qu'il y ait une demande et qu'il y ait une offre. Mais en même temps, là, c'est là où... encore une fois, il y a des endroits où la loi ne doit pas aller. Oui, mais qui décrète ça ? En principe, c'est la Constitution. En principe, mais au nom de quoi vous allez empêcher que la loi n'aille pas sur ce terrain ? Si les mentalités évoluent, et dans la mesure où le droit reflète l'évolution des mentalités... Oui, c'est tout. Je ne sais pas si vous avez lu les livres de Chantal Delsol, mais c'est ce qu'elle essaye d'expliquer, mais elle décrit la société, c'est-à-dire une espèce de tentation prométhéenne. Et oui, on a une tentation prométhéenne à laquelle on est en train de céder. Il faut simplement réfléchir aux conséquences à long terme que ça va avoir. Je ne me sens pas habilité à dire c'est bien ou c'est mal. Je dis simplement, ça m'inquiète. Est-ce qu'on peut faire l'économie, Charles Gave, à un moment ? C'est là que je vous pousse un peu dans vos retranchements par rapport bien sûr, à vous avez raison d'ailleurs. Nommé Jésus. Est-ce qu'on peut faire l'économie à un moment de la position ? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Parce que certains diront, à l'avis du comité d'éthique, c'est de rendre moralement acceptable ce qui ne l'est pas. Tout à fait. Par exemple. Mais au nom de quoi est-ce que ce n'est pas acceptable ? C'est là où on retourne à la vérité profonde qui est qu'il n'y a que l'individu qui compte. C'est comme pour l'avortement. Si vous voulez, les catholiques considèrent que c'est pas acceptable. Et c'est eux qui le font en fonction de leurs convictions personnelles. Et puis ceux qui ne sont pas catholiques se font avorter. Et ça n'est pas un crime. Mais on peut... Au regard de la loi. Au regard de la loi. Et donc, encore une fois, si un catholique pense que la PMA est un crime, il n'y va pas. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la position de l'Église catholique là-dessus, mais
ne sais pas s'il y en a une d'ailleurs. Si, le porte-parole de la conférence d'évêques, Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, a réagi dans le sens de Dominique Quignot, qui a voté contre cette évolution-là. Bien sûr, mais ça me paraît logique compte tenu de ce qu'est l'Église catholique, ça me paraît parfaitement logique. Mais vous avez parfaitement raison de dire qu'il n'y a pas de raison que quelque chose qui n'est qu'une position morale interdise de... en plus, si vous voulez, l'avortement, c'est autre chose, puisque, à la limite, vous tuez un être. Alors là, vous en créez un. Donc, il y a quand même... Moi, je serais plutôt plus favorable au deuxième qu'au premier. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dans la mesure où il y a création de la vie, j'ai tendance à être indulgent. Les défenseurs du droit à la vie devraient être favorables. On pourrait même imaginer que par une rhétorique subtile, on arrive à cette... C'est ça. Dans la mesure où la vie est créée, moi... Là, on voit que c'est compliqué, hein. Vous n'avez pas l'avis définitif sur le sujet. Hein. Pas du tout, mais encore une fois, s'il y a des endroits où on ne peut pas avoir d'avis définitif. Ouais. C'est comme la peine de mort, c'est tous ces trucs-là, si vous laissez des machins. On réfléchit un bon coup et on n'est pas sûr du résultat à la fin, quoi. Charles Gave, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'à votre avis, Emmanuel Macron, on est au début de ce quinquennat, pour replacer les choses de manière un peu plus globale, il y a la réforme du Code du travail, donc flexibilité, etc. On voit là aussi l'influence éventuellement de la logique du marché derrière la PMA. Mais est-ce que ça va être un quinquennat décisif ? Parce que vous annoncez aussi une crise comparable à celle de 2008. Oui. On est dans la logique de la pyramide de Ponzi aujourd'hui. Absolument, tout à fait. Réponse très rapide, Charles Gave. Est-ce qu'à votre avis, ce quinquennat, c'est le quinquennat de tous les dangers ? Si vous voulez, je crois que tous les espoirs. Ça fait bientôt 40 ans que la France botte en touche pour les réformes indispensables, pour pas rentrer dans ce que j'ai appelé l'époque de la connaissance, si vous voulez. On rentre dans l'économie de la connaissance, donc on est en train de passer à côté. Donc, ce que j'essaye de dire assez rapidement, si vous voulez, c'est que si le Macron échoue, on est mal barré. Donc, je souhaite qu'il réussisse. Mais c'est un souhait, c'est pas du tout un pronostic. On se retrouvera certainement pour en parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Charles Gave. Sire, surtout ne faites rien, cette injonction qui nous ramène à Louis XIV est valable aussi pour Jupiter, selon Charles Gave, économiste et financier, qui a fondé l'Institut des Libertés. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com. Et les infos.